Bon, est-ce que jusque maintenant, vous avez des questions sur ce cours? Donc, pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose, donc je pense que ça va. Maintenant, on va attaquer le cœur du problème, c'est-à-dire l'approximation du temps de relaxation. Vous allez voir ce qu'on va faire. Alors, même question que l'autre fois, est-ce que quelqu'un... Alors, c'est vrai que je tousse un peu, ceci dit, mais... est-ce que quelqu'un a une objection à ce que j'enlève mon masque, en particulier le premier rang? C'est-à-dire vous, essentiellement. Là, derrière, je crois que je suis à plus de 2 mètres, mademoiselle. Bon, vous avez un facteur racine 2, vous êtes déjà plus protégé. Parce que sinon, sur l'enregistrement, ça fait une voix de Dark Vador. Un peu... Bon. Alors, évidemment, ce qu'il faut voir, ça, il faut toujours le garder à l'esprit, parce que je ne le note pas toujours, mais c'est que la distribution de mes électrons, quand je suis comme ça dans une notion de transport, la distribution F qu'on est en train de faire, c'est une distribution qui est différente de F0, d'accord? On est bien d'accord qu'on n'est pas en train de regarder la distribution à l'équilibre. Okay. Donc, tout ce qui va intervenir dans le transport, tant qu'on note pas F0, F, c'est une distribution qui n'est pas à l'équilibre, par définition. D'accord? On est en train de faire du transport, donc on a perturbé cette définition. Par contre, l'effet des collisions, c'est justement de ramener F vers F0. Ok? Autrement dit, imaginez que je prends mon truc, je lui mets un shoot, il va se retrouver éjecté vers F, et si je fais rien, il se retrouve vers F0. Il va se ramener vers F0 en un temps que je vais appeler tau, d'accord, qu'on appelle le temps de relaxation, le temps de collision. Alors ça, c'est la notion qui est très importante à avoir, c'est-à-dire que mon gaz ne reste pas excité. D'accord. Au bout d'un temps tôt, si j'arrête tout... il faut que j'écrive plus gros, excusez-moi pour ceux du fond. Au bout d'un temps tôt, si je fais rien, mon gaz, il revient à l'équilibre. Okay. Ça me permet quelque chose de très important. Ça me permet de linéariser l'équation de Boltzmann. D'accord. Je reste toujours très près de l'équilibre. Si je fais rien, ça revient à taux. Je ne suis pas dans des états excités où il faudrait tenir compte des effets vraiment hors équilibre, où mon équation de Boltzmann se retrouve très très haut et ne revient jamais à l'équilibre. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mon équation est hors équilibre, si j'attends un temps tôt, elle ne revient pas à l'équilibre avant que quelque chose d'autre la shoot. D'accord. Elle revient là, elle veut revenir à l'équilibre, mais paf, on la shoot à nouveau, elle ne revient pas à l'équilibre, hop, elle reste toujours sur un état excité. D'accord. Là, l'équation, elle revient quasiment à F0 avant qu'elle soit ajoutée. Donc, je peux regarder que des processus qui sont proches de F0. Je n'ai pas besoin d'aller sur des processus très très loin. Donc, je vais essayer d'écrire plus gros, hein, promis. Donc, on peut linéariser F. Alors, linéariser F, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va écrire que df sur dt, on va l'écrire simplement que c'est moins f moins f0 sur taux. Alors pourquoi il y a un signe moins? C'est parce qu'évidemment... Ouais. Juste une question. Ça veut dire que tout phénomène de transport, c'est un phénomène transitoire? Ah bah oui, je coupe la pile, ça s'arrête. Même dans tout type de matériau? On ne peut pas avoir de phénomène de transport qui soit pas un phénomène transitoire? Ah non, ça fait d'un hors équilibre, hein, le transport. D'accord, donc ça va revenir à zéro. Alors par exemple, vous avez l'exemple... Alors, vous avez un exemple qui est... 2-3 exemples qui existent. Je ne sais pas si c'est ça que vous pensez, mais dans les supraconducteurs ou dans ce qu'on appelle les courants permanents, vous avez un courant qui circule et qui n'a pas de différence de potentiel. Mais ça, justement, c'est pas du transport.
c'est pas ce qu'on appelle du transport. C'est un courant, c'est un courant qui est fondamental. Donc c'est une dérivée de l'énergie libre. Ça, vous verrez ça avec Hervé. Et là, justement, c'est pas du transport. C'est ça qui est remarquable. C'est pas du transport. Donc ce terme-là, donc vous voyez exactement ce qu'on dit. F est ramené à F0 en étant taux. Donc je peux linéariser. Ça, c'est exactement la linéarisation que vous connaissez en mathématiques. Hein, d'accord? J'écris que df sur dt, c'est simplement f moins f0 sur taux. Donc c'est la linéarisation au premier ordre de ce machin. Alors le signe moins, il vient simplement du fait que quand je l'excite vers le haut, il revient vers l'équilibre. Donc j'ai un moins parce que ça redescend vers l'équilibre. Je le shoot vers le haut et je redescends vers l'équilibre. Bon. Alors ceci étant dit, il faut faire attention quand même. Il y a un truc que j'ai pas mis, c'est que ce taux, éventuellement, il dépend de l'énergie. D'accord? Alors très souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un taux qui ne dépend pas de l'énergie c'est une approximation qui marche pas trop mal dans certains cas. D'accord? Et ce truc-là, c'est ça qui en fait est le df sur des taux de collision. D'accord? D'accord? Donc vous avez deux approximations qui s'emboîtent. Vous avez d'abord ça, et puis ensuite vous avez ça. Okay. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que du coup, on n'a plus qu'une équation dérivée partielle. Alors ça, a priori, c'est sympa parce que c'est quand même beaucoup plus tractable. Mais ça, vous voyez, c'est dû au fait qu'on se limite au premier ordre. C'est dû à ça. Et les autres termes de Boltzmann, c'est le dérivé partiel. Et ça nous permet de remplacer le terme de dérivé total par ce truc-là. Okay, ça, c'est vraiment l'effet de la linéarisation dû au temps de relaxation. Et vous obtenez donc cette équation pour Boltzmann. Si vous remplacez ici f par f0, vous avez bien df sur dt est égal à 0, donc vous êtes content. Okay. Donc f0, c'est bien une solution de l'équation de collision. Donc ça, c'est évident. Demandez, il n'y a pas de souci. Et vous n'arrivez pas à lire quelque chose, dites-moi. Non, mais c'est juste parce que j'avais mis tous les zéros au même endroit, du coup que je sais pas. Non, ils ne sont pas tous au même endroit. Là, vous avez f0. F0, c'est la solution à l'équilibre. Bon. Bien. Donc, nous en sommes là. Alors, il y a maintenant, il y a juste une petite notation qui est bien pratique des fois, donc je vais juste vous l'introduire. Dans quelle équation d'avant? L'équation de Boltzmann devient simplement et puis il vous reste le terme V gradient R de F plus F gradient P de F. Voilà. Alors, quand même, il y a une remarque, il faudrait faire une remarque assez intéressante parce que souvent on se trompe là-dessus. Si vous regardez F0,
Donc la fonction à l'équilibre. Ça, il n'y a pas de problème, c'est une solution de l'intégrale de collision. Donc ça, c'est assez facile à voir. Il suffit de regarder en montre. Par contre, F0 n'est pas une solution de l'équation de Boltzmann. Et ça, c'est normal. Alors, ça, c'est heureux parce que ça voudrait dire, sinon, que quand vous appliquez une perturbation, votre distribution reste à l'équilibre. Ce qui, évidemment, n'est pas possible. D'accord ? Ça veut dire que si vous injectez ici F0, vous ne trouverez pas une solution, vous n'avez pas une solution qui va être nulle. Parce que si vous faites F égale F0, que vous laissez une vitesse et une force, vous n'allez pas trouver que ce terme-là est nul. D'accord ? Parce que si F0 était solution, quand vous avez F ici, F égale F moins F0, vous passez le F0 de ce côté, il faudrait que ce membre-là soit nul. D'accord ? Or, si vous mettez une force et une vitesse ici, vous apercevrez que si vous remplacez F par F0 ici, ce terme-là n'est pas nul. Ce qui est logique. D'accord ? Parce que sinon, F0 serait solution de l'équation hors équilibre, ce qui est faux. Ouais, dites-moi ce qui ne va pas. Est-ce que vous pouvez remettre juste la page? Alors là, c'est vraiment pas de la physique, hein, c'est juste une notation, mais qui est pratique. En fait, le problème, c'est que quand j'écris gros, j'écris vraiment pas bien. Je suis désolé, hein, c'est encore pire. Mais... Bon, si vous arrivez à lire quand même. Bon. De toute façon, ils sont en ligne après. Hein, donc vous avez vu, j'ai tout mis en ligne. Je vous l'ai envoyé. Oui, j'étais désolé, je vous ai envoyé sur votre WhatsApp hier soir. Donc je sais pas, je vous ai pas dérangé parce que je me suis aperçu que c'était tard après. Vous avez envoyé sur WhatsApp? Non, en mail ou sur WhatsApp? Non, je sais plus. Il n'y a pas de WhatsApp? Hein? Si, il y a un WhatsApp. Il y a un WhatsApp. D'ailleurs, à 2-3, j'ai pas leur téléphone, donc je les ai pas mis sur WhatsApp parce que. Hein? Il a créé un groupe avec. Vous êtes pas? Ouais. Ah, vous n'avez pas de téléphone? et du coup, c'est automatique. Genre, dès que j'ai- Attendez, ce qu'on va faire vite fait, c'est qu'il faut faire ça. Dès que j'installe l'application, je serai invité. Je pense, normalement. Enfin, après, je suis pas spécialiste de WhatsApp, mais Bon, en fait, je sais jamais du coup. je connais même pas. À part les pubs sur- Alors là, je viens d'envoyer un truc, ceux qui reçoivent rien, ils m'envoient leur numéro de téléphone avec leur nom au passage. C'est bon, vous avez reçu les autres, non? Là, à l'instant, vous l'avez reçu. Est-ce que vous pouvez envoyer sur le mail? Est-ce que vous pouvez l'envoyer par mail? Quoi donc? Les cours que vous avez envoyés par WhatsApp? Ouais, mais hier, j'ai envoyé un mail, hein, c'est tout. Ah, il y a un mail? Ouais, c'est juste, je vous ai donné les liens sur YouTube pour avoir le cours avec les transparents et le machin. Vous l'avez reçu, non? Oui. D'accord, donc ceux qui n'ont pas reçu là le WhatsApp que j'ai envoyé, vous envoyez votre nom et votre téléphone portable et puis je vous rajouterai. Donc on va poser F moins F moins F0 sur taux. On va poser que ça c'est égal à moins F1 sur taux. Ce qui entraîne évidemment que F est égal à F0 plus F1. Bon, alors ça c'est juste une façon de décrire la chose. Donc, l'idée c'est de calculer F1 en tenant compte que F1 est très petit devant F0. D'accord? Donc, on va garder l'ordre le plus bas. Excusez-moi. Donc, c'est ce qu'on appelle la réponse linéaire.
Ok? Bon, alors on va faire un petit exemple maintenant pour voir comment ça se passe. Un petit exemple. Alors par contre. Y a pas de... Ah oui, non, il n'y a pas de l'équation totale. Est-ce que celle-là, vous êtes d'accord avec ça? Là, oui. En fait, monsieur, il y a un prime et il y a aussi un F1 qui ne sont pas pareils, non? Où c'est que c'est pas apparu? Là où vous écrivez F prime en haut, après il y a F1. Et pourquoi après en ce moment vous Attendez, là, vous êtes d'accord avec ça? Ah, entre les primes et les 1, vous vous trompez, c'est ça? Je crois que c'est ça. C'est un problème d'écriture. Là, c'est un F1, vous êtes d'accord avec moi? D'accord? Alors, je voulais que je l'écrive mieux, peut-être c'est ça le problème. Ça, c'est un F1. Ça, c'est un F1. Là, en haut, en jaune, on est d'accord que par la suite, on dit que f.f0 c'est égal à f1. Ouais. F1 égale moins taux fois tout le reste. Pourquoi est-ce que dans la dernière slide, on remplace tous les f par des f0? Ah, c'est ça votre question. Ah, c'est ça. C'est cette partie-là. On calcule F1 pour F1. On regarde l'ordre le plus bas dans la réponse linéaire. C'est cette partie-là. On va calculer la conductivité électrique classique. Donc ça, vous connaissez le résultat, hein, mais on va le calculer avec la fonction de Boltzmann. Alors, on va prendre des électrons. Donc ça, vous savez que c'est des fermions, hein, donc ça, c'est pas très compliqué à voir. D'accord? Et puis on pose que le courant électrique, c'est simplement NQ avec la vitesse moyenne ici qui apparaît. D'accord? Donc ça, c'est pas très compliqué. Alors maintenant, que vaut ce N fois V? C'est simplement... Alors ici, vous avez un 1 sur 2 pi cube qui vient à cause de la normalité de l'intégrale sur dk. Vous avez ici un truc qui va être G de K fois... Alors le Q, je vais le mettre devant. D'accord? Et puis ici, vous avez un V de K dk. Ok. Ça, c'est pour le N. Il n'y a pas de G de K parce que je l'ai mis là. Excusez-moi. Je l'ai déjà mis là. Excusez-moi. Le G de K, je l'ai mis là. Et ça vous donne Q1 sur 2 pi cube. L'intégrale de F de K, V de K, dk. Je me suis trompé dans mes notations, excusez-moi. Là, c'est un F de K, G de K. Bon, je vais tout réécrire proprement, parce que là, c'est n'importe quoi. Mais c'est pas faux, hein. Vous avez un G de K, F de K, V de K, dk. Et là, vous avez ce truc-là. Ça vous donne ça.
Alors, une fois qu'on en est là, vous devez faire cette intégrale. Donc, le f de k, selon ce que vous prenez, ça peut être différentes choses, n'est-ce pas? Alors, si vous prenez des fermions, vous avez f. Alors, on va d'abord. Vous avez f qui est égal à f0 plus f1. D'accord? Et f0, c'est Fermi Dirac. Donc si je remets dans mon truc, j'obtiens simplement que J est égal à Q sur 2pi cube fois l'intégrale de F0 plus F1 V de K dK. Ok. Ouais. Du coup, là, vous considérez que V ne dépend pas de R? Le R. De la position. Ouais, là, on est dans un système où V dépend que... Bah, V, si vous voulez... Ça... Non, parce que j'intègre sur la surface de Fermi, là. D'accord. Donc, c'est la même... C'est juste sur la surface de Fermi. D'accord. Si, parce que v dépend de R, mais le R, il est caché... voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez deux termes là-dedans. Vous avez un terme F0, V de K. Ok. Alors, ce cas-là, le F0, il fait intervenir l'énergie de la particule. Donc, c'est un terme qui est essentiellement en K carré. D'accord? Donc, quand vous allez intégrer ce terme, il va vous donner 0. Alors, ça, c'est normal, parce que ça, c'est le courant à l'équilibre. Et évidemment, le courant à l'équilibre, il est nul. D'accord? Donc, quand vous regardez le terme en F0, et forcément, il est nul. Ok? Donc, ça, c'est ce qu'on trouve ici. Alors maintenant, il nous reste le courant qui n'est pas à l'équilibre. Peut-être que je l'ai oublié, là, vous avez raison. Formel, il faut repartir de... Là, c'est un F1. D'accord. Donc, il nous reste le F1. On a dit que F1, c'est égal à moins taux V, d'accord, facteur de D de F0 sur D epsilon, plus V gradient R de F, plus F gradient P de F. Et là, c'est des F0 pour le coup, puisque je vous rappelle que la fonction F1 est définie par rapport à la fonction F0. D'accord? Donc ça, il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que toute l'astuce de la réponse linéaire, c'est que vous définissez le premier ordre par rapport à l'ordre F0. D'accord? Puisque l'équation de Boltzmann, au départ, vous avez une équation self-consistante sur F. D'accord? Et quand vous ne savez pas la calculer, vous dites que le premier ordre, vous allez le définir par rapport à l'ordre 0. D'accord? Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire là. Autrement dit, c'est comme quand vous aviez l'application linéaire tangente quand vous étiez en troisième. La petite perturbation, vous dites que c'est la fonction à ce point-là, plus une perturbation. Ce qui vous permettait de ne pas avoir à connaître explicitement la fonction, la variation de la fonction sur tous les points. Vous dites que linéairement, c'est ce point-là, plus un truc linéaire fois la variation. C'est exactement ce qu'on est en train de faire là. On dit qu'il suffit qu'on connaisse la fonction f0 pour connaître la fonction f1. Et la fonction f0, on la connaît puisque c'est la fonction à l'équilibre. D'accord? Donc toute l'astuce, elle est contenue dans ce truc-là.
Ok, ouais. Pourquoi il y a un V? Dans Boltzmann, il y a un vrai, quoi. Dans l'équation d'avant, On a il n'y avait pas de V dans l'équation d'avant. Il y aura un vrai, mais plus tard. Ouais, non, vous avez raison. Là, je l'ai mis trop tôt, le V. Ouais. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Le V viendra plus tard. Par contre, là, j'ai éventuellement un taux qui peut dépendre de epsilon. Bon, on va pas le prendre dépendant de epsilon, mais il pourrait. Ouais. Pourquoi vous dérivez par rapport à epsilon, là? Non, je dis il pourrait dépendre de l'énergie. Non, mais si vous faites BF0 sur des epsilon, alors C'est un DT. C'est un DT. C'est un DT. C'était le matin, je suis pas fort. Hop. Ouais. Et ouais, j'ai une autre question. Du coup, on a introduit F1 comme étant F moins F0. Et là, on l'écrit que en fonction de F0. C'est pourquoi? Enfin, j'ai bien compris ce que vous venez de dire, qu'on l'écrit que à partir de l'ordre inférieur, mais je sais pas, il y a un truc formellement que je comprends pas. Et c'est le formel que vous comprenez pas ou c'est Attendez, alors forcément là, faut. Alors après, qu'est-ce que je comprends pas là où c'est que vous avez zappé un truc? Si on revient donc à la slide d'avant. Ben parce que. Ah oui, vous avez. Oui, excusez-moi, je ne l'ai pas expliqué. Ben, justement, parce que c'est ça le principe. En fait, c'est ce que je viens d'expliquer. C'est ça le principe de la réponse linéaire, c'est de remplacer le F1 par des F0 à cet endroit-là. C'est un principe, comme on dit. Oui, c'est le principe de la réponse linéaire. C'est ce que j'ai dit là, en fait. Bon, alors. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se faire de ces différents termes. Alors, le premier, il est nul. Pourquoi j'ai écrit en vert? Pour des raisons simples, ça ne dépend pas du temps dans un système stationnaire. D'accord? Alors, est-ce que ça dépend de R? Non, pour une raison simple, c'est que dr, gradient R de F, c'est un système qui dépend pas de R parce qu'on a un système où la température des électrons est la même partout. J'ai pas dit que leur énergie est la même, mais leur température est la même partout. L'équation, le Fermi-Dirac ne fait intervenir que la température des électrons. Donc je vous rappelle ce que c'est que la température définie pour un électron. Donc la température, si vous prenez comme ça le Fermi-Dirac en énergie, vous avez ici une courbe qui est comme ça. D'accord? Vous avez ici, par exemple, la tension. Vous avez EV ici, c'est la tension. La température est définie comme ça. C'est essentiellement la largeur ici. Ok? Si vous augmentez la tension, vous allez obtenir, par exemple, un truc qui va être... Alors, forcément, il part de plus bas, donc c'est un peu faux. Vous allez obtenir un truc qui va être comme ça. D'accord? Donc ici, vous avez EV'. Mais la température peut très bien être la même. Ok? Or, ce qui intervient dans l'équation de Von Neumann, c'est sa température. Okay? Donc, il ne faut pas confondre la température et la tension. Alors, vous pouvez avoir des problèmes d'électrons chauds. Ça, c'est autre chose. Pour avoir des systèmes où la température se met à dépendre de la distance quand vous avez des électrons chauds. Ce qui n'est pas le cas ici. Okay. Donc, il nous reste finalement que la partie qui nous intéresse, c'est la partie en... Ouais. Alors, les électrons chauds, ça vient du fait, en fait, exactement ce qu'on dit, c'est le fait que les temps de relaxation sont trop courts, ou trop longs. C'est-à-dire que les électrons, finalement, n'ont pas le temps de relaxer, donc ils se tapent en dessus plusieurs fois avant de relaxer, et donc ils maintiennent des électrons au-dessus de l'énergie ils relaxent jamais, ils restent comme ça. Alors ça arrive dans les semi-conducteurs, c'est pour ça que c'est un problème, en particulier dans les transistors. C'est-à-dire quand vous voulez commuter de plus en plus vite un transistor, vous l'accélérez, vous mettez les champs de plus en plus forts, et en fait, vous voyez la mobilité qui augmente et qui se met à saturer, parce qu'au bout d'un moment, les électrons deviennent chauds, et ils se mettent à émettre des phonons optiques, et en fait, vous n'arrivez plus à les accélérer.
Normalement. Donc ça, c'est un problème. Alors même dans le cuivre, ça a été mesuré par des copains à moi. Si vous mettez des électrons, des tensions trop fortes, au bout d'un moment, les électrons, ils restent perchés à haute température. Ils ne relaxent jamais. Alors, si on met ça, il reste finalement, pour F1, il nous reste finalement taux c'était pour le courant. Il nous reste un taux QE. Ça, c'est la force. Hein. Gradient P de F0. D'accord. C'est tout ce qui nous reste. Ouais. Si, il y a un mois. Alors après, ça dépend si vous définissez Q positif ou négatif. Et ça nous donne, pour le courant, J égale moins Q, puis j'ai une intégrale que je remets dedans, simplement taux QE gradient P de F0. Il faut que je le mette en bas, en haut, le F0. Puis j'ai un V qui se promène, donc j'ai oublié dans mes notes. J'ai un V hein, quelque part, non? Et voilà. Ouais. Si, donc le 1 sur 2 PQ. Donc surtout, il manque un V, c'est ça qui m'embête. Alors, quand vous en êtes là c'est un petit peu gênant pour aller plus loin dans le calcul parce que vous avez ici une intégrale qui se pose sur la fonction, sur un gradient de F0. D'accord? Donc F0, comme c'est la fonction de Fermi-Dirac, c'est un petit peu gênant. Alors si vous prenez la fonction de Boltzmann, ça se calcule très bien parce que la dérivée de la fonction de Boltzmann, ça vous fait apparaître un terme que la dérivée de la fonction de Boltzmann, c'est la fonction de Boltzmann elle-même. D'accord? Si vous avez des fermions, c'est un petit peu plus gênant. D'accord? Sauf si vous mettez à température nulle. Parce qu'à température nulle,
température nulle, le gradient P de F0, c'est simplement la delta de P moins PF. D'accord? Alors à ce moment-là, le plus simple, c'est en fait de passer en énergie. Donc je ne vais pas vous faire tout le calcul. Mais ce que vous voyez ici, c'est qu'en fait, il faut faire un changement de variable pour passer en énergie. Ok. Donc je vous laisse finir le calcul chez vous. Et ce que vous voyez apparaître ici, c'est qu'en fait, vous avez ici un Q, vous avez un E carré qui va apparaître quand vous passez en énergie. Et vous avez surtout ici le EF qui va apparaître. Et ça va vous donner le V à la vitesse de Fermi, à l'énergie de Fermi ici. D'accord? Donc ça va vous donner immédiatement que J égale N E2 taux sur M. D'accord? Ça veut dire que la conductivité est donnée par ça. D'accord? Donc je vous laisse finir ce calcul. Je vous donnerai la réponse la semaine prochaine. Je vous l'enverrai si vous voulez. D'accord? Je vous donnerai la réponse la semaine prochaine. Là, c'est un bon exercice. Vous voyez, c'est le genre de petit exercice que je demanderai en contrôle continu, quoi, typiquement. Comment on finit ça? C'est pas dur, il faut passer... Toute la difficulté de cet exercice, c'est de passer de DK à DE. Vous savez faire ça. Vous savez tous comment on change de variable de DK à DE? Voilà. Passer de DK à DE, ça vous fait apparaître un racine de E, machin, truc bidule. Et ensuite, vous faites un changement de variable. Alors, évidemment, ce que vous retrouvez, c'est la formule de Drude. Ça, je pense que vous aviez tous reconnu. Bien. Donc ça, c'était juste pour faire un petit calcul. On va faire le vrai calcul maintenant dans un métal. Hop. Ce qui est compliqué, c'est qu'on a une fonction de Fermi ici. Donc celle-là, si on prend un t différent de 0, elle est emmerdante. D'accord, c'est ça qui est chiant parce que vous avez un gradient de P de cette fonction-là, ce qui est emmerdant. D'accord, c'est pour ça qu'on est obligé de la prendre à température nulle. Parce que... Passons aux vraies choses en transport. Alors, gaz d'électrons dans un métal. Alors dans ce cas, on a delta, qui est beaucoup plus simple. Intégrale de collision. Boum. Bon, alors les gaz d'électrons dans un métal, on va déjà définir un peu ce que c'est. Pour savoir de quoi on parle. Alors, dans un métal, vous avez des électrons qui ont des indices de bande. N, et puis un vecteur d'onde K. Bon, en général, on va prendre une seule bande. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on s'intéresse à F de R, de K et du temps dans une seule bande.
Alors, ça, c'est dans les métaux, c'est vrai. Dans certains semi-conducteurs, c'est vrai. Dans le silicium, c'est pas vrai du tout, par exemple. Dans le silicium, vous avez 6 bandes. Vous avez 6 poches de bandes. Et ça veut dire en particulier, vous pouvez avoir du scattering entre les bandes. D'accord? Et ça, c'est difficile à prendre en compte. C'est pour ça que le silicium... En fait, le silicium, c'est un truc qui est très utilisé. Mais paradoxalement, c'est un semi-conducteur qui est très merdique. Parce que vous avez 6 bandes. Donc, ça, vous avez du scattering entre les bandes. Vous avez un semi-conducteur, vous avez un gap qui est indirect. En plus, qui est dans l'infrarouge. Donc, il a tout pour être merdique. Alors, c'est le plus utilisé parce que, par contre, il était pratique pour faire des semi-conducteurs avec, parce que vous pouvez le graver facilement, etc. Mais en fait, d'un point de vue fondamental, historiquement, c'est celui qui a été utilisé pour cette raison, on peut le graver, mais d'un point de vue physique, il est très compliqué. C'est pas celui, a priori, auquel on penserait, quoi. Donc ça veut dire pas de transition intrabande. Interbande, pardon. Voilà, donc ceux qui font la théorie du silicium, c'est très compliqué. Donc ça, évidemment, ça veut dire des champs assez faibles pour qu'on n'ait pas excité un électron qui saute d'une bande à l'autre. Alors, la charge des électrons, on va dire que Q égale E. Donc ça, c'est simplement pour le signe, hein, d'accord, qu'on s'embête pas trop avec les signes pour la suite. Ça ne veut pas dire que j'en ferai jamais, mais enfin bon. Alors, chose encore qu'on va poser. Donc ça, c'est juste là pour se mettre au point. On dit que R point, c'est égal à... Je vais faire en plus gros pour ceux du fond. R point, c'est égal à VK. Et VK, c'est égal à 1 sur H bar. Gradient K de l'énergie. Encore. H bar K, c'est MVK. C'est égal à E. Donc ça, c'est la force. Hein. C'est E, facteur de E, plus V vectoriel B. C'est MV point, pardon. Donc, encore une notation. Hein. Et EK et K, c'est l'énergie et l'impulsion de l'électron dans l'état K. Ok. On note de R, K et de T. Voilà. Bon, tout ça, c'est une notation. Il n'y a pas de physique là-dedans. C'est juste pour qu'on ait tous les mêmes notations. Alors, toujours dans l'ordre de notation, .
donné une notation pourquoi? F point et H point. À celle-ci? Hop, celle-là? C'est H bar K point, c'est MV K point, donc c'est simplement, là c'est l'accélération. D'accord? L'accélération c'est la force, donc c'est E plus V vectoriel B. C'est tout bête. Hein. D'accord? Mais ça on en aura besoin tout de suite. Et ça c'est juste la distribution de Fermi-Dirac. Hein. Donc FK, c'est simplement quand je note FK en indice, c'est que je prends l'impulsion K ici. Hein. D'accord? C'est juste vraiment de la notation. Toujours dans l'ordre des notations. Donc, rideau. DR, DK. Ça, c'est le nombre moyen d'électrons. D'électrons à l'instant T. Dans un volume dr autour de R avec une impulsion sur dk autour de K. Et le 2, c'est simplement pour le spin. Ouais. Et le 2 tient compte du spin. Donc ça, c'est pas très important. Par contre, ce qui est plus important, c'est que la densité locale d'électrons, ça, on va s'en servir. Locale d'électrons. Donc ça, il faut que j'intègre sur l'écart pour avoir la densité locale d'électrons. Donc le N de R et de T, c'est égal à 2 sur 2 pi cubes. Donc le 2, c'est le spin à nouveau. Hein. Et puis vous avez une intégrale de F, de R, de P et de T sur... alors c'est sur K, excusez-moi. Vous voyez, je commence à mélanger les notations. Là, de K, dK. Alors celle-ci, à la limite, c'est la plus importante parce qu'on va se passer son temps à faire ça. Donc il faut essayer de garder cette notation. J'ai essayé dans le cours de la garder, de définir bien la nombre moyen de particules comme ça. Je vous garantis pas que j'y suis arrivé tout le temps, mais j'ai essayé de garder cette définition-là et pas une autre. Donc on soit cohérent entre les différentes définitions. Donc je vous remets encore une fois l'équation de Boltzmann pour qu'on soit bien d'accord de quoi on part. D'accord ? Donc on est bien d'accord que df sur dt collision est égal à df sur dt plus v k gradient r de f plus f sur h bar. Alors là, il y a un h bar qui apparaît parce que je le mets en gradient k. D'accord. Donc j'ai juste un h bar qui apparaît là parce que je le mets en gradient de k et je le mets en gradient de p. D'accord. Et avec f0,
1 sur exponentielle de bêta E moins mu plus 1. Bon. Là, jusque-là, vous connaissez tout ça. C'est juste pour qu'on soit bien d'accord sur les différentes notations. Donc là, je vous dis, là, ce qu'on a redéfini, c'est le h-bar qui est là, d'accord? Là, je suis h-bar ici qui apparaît parce qu'on a défini en vitesse en K. Puis maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'intégrale de collision. Voilà. Voilà, donc ça, c'était juste un petit blabla pour vous faire qu'on soit tous d'accord sur les notations. Voilà. Bon, alors là, on va pas avoir beaucoup de calculs, hein, mais on va faire dire des choses importantes. Alors, déjà, on va regarder les différents mécanismes de collision. Donc ça, c'est très important. Oh. Parce qu'il ne joue pas du tout le même rôle dans la physique. Alors, la première chose, c'est qu'on a deux choses très différentes. Alors, les collisions, forcément, elles changent K. Ça, c'est forcément toujours le cas. Ouais. Par contre, elles peuvent changer l'énergie. Donc, c'est ce qu'on appelle les collisions inélastiques. Ou préserve l'énergie. Celles-ci sont dites élastiques. Okay. Alors, il faut faire attention à une chose, c'est que l'intuition voudrait que ce soit les collisions inélastiques qui interviennent dans la résistance. Or, ceci est une idée fausse. Je vous rassure, les gens ont longtemps cru que c'est les collisions inélastiques qui interviennent dans la résistance. Alors, c'est faux pour la raison suivante, c'est que ce qui compte pour le transport, c'est la quantité de mouvement qui va vers l'avant. D'accord ? Donc, si vous diffusez, même sans changer l'énergie, mais vous obligez votre électron à aller à droite, à gauche, etc., vous perdez de la quantité de mouvement vers l'avant, puisque vous l'obligez à aller vers la droite, vers la gauche. Donc, la quantité de mouvement totale vers l'avant va être diminuée. Et donc, même si vous avez des chocs qui sont complètement élastiques, à la fin, vous avez introduit de la résistance parce que vous avez obligé votre électron à faire des détours vers la droite ou vers la gauche. Donc, les chocs élastiques contribuent aussi à la résistance. D'accord ? Donc, on verra que ce n'est pas les chocs dominants, surtout à basse température, surtout à haute température, mais c'est des chocs qui existent et qui contribuent à la résistance. Ok ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même le théorème de Bloch. Alors, que vous dit ce fameux théorème de Bloch? Est-ce que vous vous rappelez? Est-ce que quelqu'un se rappelle ce que raconte le théorème? Ouais, c'est l'interne, bien qu'il va se rappeler, hein. Ça, c'est
Mais qu'est-ce qui s'écrit comme ça? Fonction d'onde, ouais. La réalité de l'énergie dans le réseau impose que les fonctions d'onde dans la forme de la fonction de bloc, Ouais. qui est celle qui vient de là. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez un réseau périodique, vous connaissez les fonctions d'onde. Les fonctions propres, c'est une fonction U de oméga fois un cosinus. C'est ça, un truc comme ça. Bon. Autrement dit, dans un réseau parfait, périodique, vous avez les fonctions d'onde, vous les connaissez, c'est les fonctions de bloc. Ben, vous n'avez pas de raison d'avoir de diffusion, puisque vous connaissez la fonction d'onde parfaitement, vous êtes sur un état propre, il n'y a aucune raison que ça bouge. D'accord. Donc le paradoxe que vous avez, c'est pas un paradoxe, d'ailleurs c'est une réalité. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes à température nulle sur un cristal parfait, vous connaissez la fonction propre, c'est une fonction de bloc, il ne se passe plus rien. D'accord. Donc si vous voulez avoir de la résistance, il faut soit que vous introduisiez des défauts dans ce cristal parfait, c'est-à-dire que vous allez perturber la fonction de bloc, soit que vous mettiez des phonons, c'est-à-dire que les atomes se mettent à bouger. Mais si vous faites rien, il ne se passe rien. D'accord. Donc, le théorème de Bloch, il vous dit que dans un réseau parfait, AT égale 0, il n'y a pas de diffusion. Donc, il nous faut un défaut. Il nous faut un défaut statique ou un phonon. Alors ça, c'est un truc qu'on verra peut-être si j'ai le temps de vous faire une partie de cours sur le transport quantique. C'est pourquoi dans un système parfait, on a quand même de la résistance. Ça, c'est une question qui est assez intéressante. Vous prenez un système parfait sans aucune diffusion, aucune collision, et vous mesurez la résistance, vous avez quand même de la résistance. Donc ça, c'est un problème qui est assez intéressant et que les gens ont mis longtemps à comprendre. Alors, qu'est-ce que c'est que la diffusion sur les impuretés? Alors, c'est pas une liste exhaustive, hein, mais bon, qu'est-ce que c'est que les impuretés dans un solide? Vous en avez de plein de genres, mais celle qui contribue le plus, bon, c'est un sujet qui est toujours un peu débattu, hein, mais bon. Alors, vous avez les centres localisés. Les centres localisés, c'est un défaut bien localisé, un défaut cristallin, par exemple, dans le réseau. Alors, ça peut être les donneurs, les accepteurs, les lacunes, etc. Ça, c'est dans les semi-conducteurs, on en a beaucoup parce que vous savez que pour qu'un semi-conducteur devienne conducteur, on est obligé de le doper. Et vous le dopez avec des densités qui sont à 10-18, 10-19 par centimètre cube. Et chaque fois que vous dopez, vous créez, forcément comme il sionise le dopant, vous créez un centre diffuseur, forcément. Et puis non seulement ça, mais en général, quand vous le dopez, alors ça dépend comment vous le dopez, mais selon la technique de dopage que vous faites, vous créez des défauts au moment où vous le dopez, parce que vous pouvez le doper un peu en force, en rentrant lui en force, et créer des défauts sur son passage. Donc, créer à nouveau des défauts. Vous essayez d'enlever, mais... Donc, tout ça, ça vous limite pas mal la diffusion. Et puis, vous avez... alors, dans les métaux, vous avez aussi ce qu'on appelle les joints de grains. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. Les joints de grains, les dislocations. Alors après, toute une zoologie, je connais pas bien. Alors par exemple, moi j'avais regardé dans des métaux, parce que je travaillais pas mal à une époque là-dessus, ce qui diffusait dans des métaux. Et en fait, si vous regardez un fil de, mettons, 50 nanomètres ou 100 nanomètres au microscope,
Vous savez qu'un fil, c'est pas du tout un fil, en fait. C'est-à-dire que c'est plutôt des grains, moi je sais de l'or ou de l'argent, c'est plutôt des grains qui sont les uns à côté des autres et qui conduisent, parce qu'il y a un conducteur entre les deux, hein, c'est continu. Mais en fait, c'est pas du tout uniformément 50 nanomètres ou 100 nanomètres, sur des gros grains qui sont les uns après les autres. Et en fait, je pense que la diffusion se fait essentiellement à la jonction entre les grains. D'accord. Je pense que la résistance vient essentiellement de là. Donc ça, quand vous avez dans les toutes petites tailles nanométriques, c'est flagrant. Vous avez vraiment des grains qui sont les uns à côté des autres. Les dislocations, c'est effectivement quand vous avez des cristaux, quand vous essayez d'avoir des cristaux parfaits, à des moments, clac, vous avez une marge comme ça qui se fait pour des raisons X ou Y. Ça peut aussi entraîner de la diffusion. Alors, ceci dit, à température ambiante, c'est pas tout à fait ça qui est majoritaire. À température ambiante, c'est largement la diffusion par les phonons qui prédomine. D'accord. Ça, c'est les phénomènes que vous voyez à basse température. Mais à haute température, c'est la diffusion par les atomes. Donc ça, c'est important. La diffusion par les vibrations du réseau. Donc ça, c'est les phonons. Donc ça dépend fortement de la température. Mais essentiellement, bon, c'est une loi que vous connaissez peut-être déjà, mais la diffusion sur les statiques, ça vous donne ce qu'on appelle le résiduel, c'est-à-dire la résistance que vous avez à température nulle. Ça vous donne la diffusion sur les impuretés statiques. Et dès que vous chauffez, en fait, c'est la courbe qui remonte, elle est due au phonon jusqu'à température ambiante. Et c'est pour ça que ce qu'on appelle le RRR, c'est le ratio entre la résistance à l'ambiante et la résistance à basse température, vous donne la pureté cristalline. Parce qu'à température nulle, enfin ou très basse, ce qui vous reste, c'est uniquement la diffusion sur les impuretés statiques. Donc ça vous dit quelle est la pureté de votre cristal. Et donc vous pouvez avoir, sur un très bon métal, vous avez des fois des RRR qui valent, je sais pas, 1 millier ou un truc comme ça. Et puis sur un mauvais cristal, vous avez des trucs qui valent, je sais pas, 2, 3, 4. Parce qu'ils partent du principe qu'à l'ambiante, la résistivité, c'est pour ça qu'à l'ambiante, si vous voulez, quand vous prenez un métal, la résistance, la résistivité est à peu près toujours la même, parce que de toute façon, elle est donnée par les phonons. Donc, elle est donnée par les phonons, ça, quel que soit enfin, pour un métal donné, hein. Mais quelle que soit la qualité cristalline du métal, que ce soit de l'or qui soit bien fait ou mal fait ou pourri, de toute façon, c'est de l'or et c'est dominé par les phonons, mais vous avez toujours la même résistivité. Par contre, à basse température, ça va dépendre fortement de la qualité cristalline de votre or. Donc, quand vous faites le ratio ambiante sur basse température, ça dépend vraiment fortement de la qualité du métal. Et là, vous voyez des ratios qui peuvent dépendre, qui peuvent pas aller de 5, 6 jusqu'à 1000, d'accord, selon la qualité cristalline. Donc, ce qu'on appelle le RRR, le résiduel ratio, je sais pas quoi, résistivité ratio, ça vous donne vraiment la qualité du cristal. Et la partie statique, vous le voyez vraiment qu'à basse température. Des fois, vous le voyez un petit bout plat comme ça avant que ça décolle, mais c'est vraiment difficile à voir autrement que là. Donc c'est vraiment les phonons qui vont nous dominer. Donc ça, on fera le calcul. Alors, on le fera à la fin parce que c'est plus compliqué de faire un calcul sur les phonons que sur les impuretés statiques. Pour une raison simple, c'est que les impuretés statiques, vous allez voir que l'impureté ne bouge pas quand l'impureté est diffuse. L'impureté est là, l'électron arrive et repart comme ça. Quand vous avez des phonons, le problème, c'est que les deux bougent. Donc évidemment, à calculer, c'est un peu plus compliqué. Alors, il y a aussi un dernier truc, oui, qui existe. Alors, on va voir ce que ça fait. Vous avez la diffusion électron-électron. Donc ça, c'est une contribution. Alors, c'est une contribution en T carré, celle-là, mais qui en général est négligeable. Sauf dans les cristaux très purs. Et à basse température. Alors d'où il vient ce T carré, donc c'est pour ça qu'on va pas en parler, parce que ça sera dans le cours de Julien Meyer. En fait, ce T carré,
il vient du temps de vie de la quasi-particule. Donc ça, Julien Meyer, vous le calculez en long, en large, en travers. Quand vous êtes dans un liquide de Fermi, le temps de vie d'une quasi-particule au-dessus du niveau de Fermi, il varie comme l'énergie au carré ou comme la température au carré. D'accord ? Et c'est celui-là qui va vous donner une résistance en T carré. D'accord ? Ça, c'est le temps de vie de la quasi-particule qui donne la résistance en T carré. Donc quand vous la mettez au-dessus du niveau de Fermi, la quasi-particule vit, entre guillemets, pendant un temps T carré. Et c'est celui-là qui, à basse température, vous donne une composante en T carré pour la résistivité. En général, on ne la voit pas parce que ça devient non négligeable quand vous êtes très très près de l'énergie de Fermi. Donc à très très basse température ou à très faible tension. Ça peut se voir, mais il faut vraiment avoir des manips extrêmement chiadées et puis bon, ça va pas durer longtemps. Si vous avez des cristaux qui sont pas très purs, tout de suite les phonons l'emportent et puis vous voyez plus rien. Alors, dans toutes ces manips, on a toujours conservation de l'énergie et de P. On est dans un régime stationnaire. Donc, l'énergie fournie au gaz est cédée au réseau. Donc ça, la première chose, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Donc on ne s'intéresse pas au degré interne des molécules, en particulier s'il y a des chocs dans les molécules, des molécules diatomiques et des choses comme ça. Et on est dans un régime stationnaire, c'est-à-dire que le gaz ne devient pas de plus en plus chaud. D'accord ? Dès qu'on rentre, il va relaxer sur le réseau, on l'excite, il relaxe, on l'excite, il relaxe. Il ne devient pas de plus en plus chaud au fur et à mesure du temps. D'accord ? Voilà, donc ça, c'est toutes les hypothèses qu'on a fait pour arriver à ce truc-là. C'est quelle heure ? C'est moins 5. Bon, on va arrêter là, on commencera l'intégrale sur les impuretés demain. Voilà.